Bonjour et bienvenue dans l'Éco-Cercle, l'émission qui décrypte les grandes questions de l'économie circulaire. Je suis toujours Lucas-Michel Ivanov et j'ai toujours le plaisir de présenter cette émission. Aujourd'hui, un sujet majeur qui de fait nous concerne tous, l'immobilier. Avec nous pour en parler, Émile Meunier. Émile Meunier, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller de Paris, président de la commission urbanisme de la ville de Paris. Oui, et conseiller métropolitain, c'est important, on va en parler tout à l'heure pour les questions immobilières. Et conseiller métropolitain. À votre gauche, Joël Nsondé, bonjour. Bonjour. Donc Joël Nsondé qui devient quasiment un habitué du plateau. Donc vous êtes, on le rappelle, enseignant-chercheur à l'ISTEC et chercheur associé à Mines Paris PSL. Tout à fait. Et vous avez fait une thèse, votre thèse en économie circulaire sur l'immobilier. Tout à fait. Et à ma droite, François-Michel Lambert, qu'on ne présente plus, mais qu'on va tout de même encore présenter. Donc, ex-député, fondateur de l'Institut national de l'économie circulaire et vice-président de l'Association interdisciplinaire française pour la recherche en économie circulaire. Je ne l'avais jamais dit, mais donc c'est bien l'EFREC. Bonjour François-Michel. Bonjour Lucas, toujours ravi. Aujourd'hui donc, nous allons parler de l'immobilier, donc, qui est un contributeur majeur aux émissions de gaz à effet de serre en France. Ça représente 23% des émissions nationales selon l'ADEME et en 2021, c'était le 3e poste d'émissions avec 43,8 millions de tonnes équivalent CO2. Ce constat, il s'explique entre autres par le poids de la construction neuve qui représente 60% de l'empreinte carbone totale d'un bâtiment sur son cycle de vie et par des chantiers où l'empreinte carbone peut atteindre jusqu'à 1000 kg de CO2 par mètre carré. Mais si l'on s'attarde souvent sur la construction avec des chantiers plus économes ou des bâtiments plus durables, on se penche beaucoup moins sur le côté usage. Pourtant, face à ces défis, des solutions émergent, notamment sur le réemploi des bâtiments tertiaires en logement. Donc, en prenant en compte ces différents aspects à la fois industriels, de construction et de réemploi, mais également l'aspect pour les collectivités qui se démènent pour concilier respect de l'environnement, respect de la stratégie nationale bas carbone et surtout demande croissante de logement, comment revoir ce secteur pour répondre aux attentes. On en débat aujourd'hui. Alors ma première question est, une fois n'est pas coutume, pour François-Michel Lambert. Donc François-Michel, l'immobilier est face à un tournant historique. Donc c'est souvent présenté comme un levier clé pour accélérer la transition écologique et notamment énergétique. C'est aussi un levier pour bâtir un autre modèle d'urbanisme. Et on l'oublie trop, l'immobilier est également au cœur de l'économie circulaire. L'enjeu empreinte matière s'applique peut-être encore plus à l'immobilier qu'aux autres secteurs. Donc quels sont selon vous les grands défis environnementaux et économiques liés aux mutations des bâtiments et des friches urbaines ? Lucas, cette introduction, elle est parfaite. Merci beaucoup. Elle me permet aussi d'apporter quelques compléments, mais elle donne déjà une vision que l'immobilier ne doit pas être vu comme on a trop tendance à le faire, sur la seule construction neuve serait l'enjeu. Rappelons une chose, d'abord la question de l'empreinte matière. Vous l'avez dit, je repose les bases, 20 tonnes par an et par Français de matières premières vierges consommées. L'ADEME nous demande de descendre à 10 tonnes par an et par Français d'ici 25 ans, d'ici 2050. C'est un défi colossal. Il faut que l'on ait d'autres modes de consommation et de production. L'Association interdisciplinaire française pour la recherche en économie circulaire, on va dire tout simplement que c'est une société savante de recherche en économie circulaire, dont notamment Joël ici est membre, et il y a 200 chercheurs qui réfléchissent avec leurs spécificités à transformer notre modèle, que ce soit des chercheurs en matériaux, des chercheurs en économie ou des chercheurs en changement de comportement, posent des questions, et notamment l'immobilier en fait partie. Quelques chiffres sur l'immobilier, c'est le carbone, vous l'avez dit, mais c'est aussi une mobilisation de matériaux assez notable. Au mètre carré, c'est entre 800 kilos et 1,6 tonne de matériaux nécessaires par mètre carré quand vous faites de la construction neuve. Donc l'empreinte matière vous demande de baisser cette tonne. C'est aujourd'hui, une France, un pays très développé, dispose de près de 38 millions de logements, de 235 millions de mètres carrés de bureaux. Si je reste sur la logistique, 90 millions de mètres carrés d'entrepôts de taille conséquente, de plus de 10 000 mètres carrés. Bref, tout est déjà là, disponible. Et donc toute la question, c'est est-ce que nous devons continuer à bâtir ou est-ce que nous devons gérer ce stock ? Rappelons qu'en 2050, 80 à 90% des bâtiments qui seront fonctionnels en 2050 existent déjà. Donc l'immobilier, peut-être plus que toute autre filière, est face à gérer un stock plutôt que produire de nouveaux stocks. Émile Meunier, je me tourne vers vous. Donc, en tant que président de la commission d'urbanisme de Paris, vous êtes au cœur des transformations de la ville de demain. Donc Paris vient de faire voter son plan local d'urbanisme bioclimatique, dont vous avez eu la responsabilité. Est-ce que vous pouvez nous préciser les grands objectifs de ce PLU
et puisqu'on est dans Bienvenue dans l'écocercle, nous donner plus précisément les éléments clés pour une économie moins consommatrice de ressources vierges, une économie de préservation des espaces en somme, et également quel est l'enjeu pour Paris dans la requalification des friches urbaines, comment en faire une force? Alors, ça rentre totalement dans le sujet de l'émission. Quand on s'est fait élire en 2020, on s'est rendu compte, vous le savez, mais le cœur de la politique d'urbanisme, c'était comment on fait pour adapter la ville au réchauffement climatique. Ce qui veut dire aussi des pluies diluviennes, des canicules, etc. Et évidemment, Paris, qui est une des villes les plus denses au monde, est très mal adaptée pour ce qui y arrive. Donc il faut, à marche forcée, faire évoluer la ville. Alors comment on peut faire évoluer la ville au réchauffement climatique? C'est très simple, il faut arrêter de construire. Il faut préserver la pleine terre, il faut planter massivement, et il faut même regagner des espaces libres pour pouvoir rafraîchir la ville. C'est ça l'enjeu. Mais d'un autre côté, il y a un enjeu tout aussi important, comment on fait pour résoudre la crise du logement? Les gens doivent absolument se loger. Il y a plus de 200 000 demandeurs de logements sociaux à Paris chaque année, par exemple. Donc c'était bien ces deux contraires, en apparence, qu'il faut concilier. C'est ce que nous avons, je crois, fait avec ce nouveau plan local d'urbanisme. Est-ce que vous pouvez nous donner rapidement quelques exemples de ce que vous faites à Paris pour ce PLU bioclimatique? On a mis en place des mécanismes juridiques vraiment novateurs. Je vais vous en donner deux, par exemple. Le premier, c'est qu'on ne pourra plus construire au sol. Impossible de construire au sol. Donc, si vous voulez faire quelque chose, c'est sur le bâti existant. Ça, je crois qu'il n'y a pas d'autre ville qui le fait en France. Et un autre mécanisme aussi innovateur, c'est ce qu'on appelle la mixité fonctionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous êtes propriétaire d'un bureau et que vous faites une restructuration de vos bureaux après quelques dizaines d'années, parce qu'il commence à être obsolète, vous serez obligé dorénavant de prévoir au moins 10% de surface consacrée au logement. Donc là aussi, vous êtes dans de la transformation de l'existant. Et je rebondis sur ces 10% de surface consacrée au logement. C'est quoi à peu près la répartition logement, bâtiment tertiaire ou de services à Paris? Alors, vous avez 77 millions de mètres carrés consacrés au logement. En gros, c'est 1,4 million de logements. Vous avez 21 millions de mètres carrés consacrés aux bureaux tertiaires. Et c'est, à mon sens, beaucoup trop. Et avec le nouveau plan local d'urbanisme, justement, on veut réduire cette surface. Joël, je me tourne vers vous. Votre thèse donc, en économie circulaire portée sur l'immobilier. Mm-hmm. Comment les concepts de circularité peuvent-ils s'appliquer à l'immobilier avec les mutations des bâtiments de bureaux en logement ou les services ou en service ou la réhabilitation des friches urbaines? En quoi ces deux axes sont essentiels aujourd'hui? Alors, ce que j'ai pu observer pendant mes travaux de recherche, c'est qu'en fait, il y a une prise de conscience assez forte en région, dans les différents territoires, sur la nécessité de développer des pratiques de réemploi. C'est surtout ça que... Il y a notamment l'exemple en région parisienne de Plaine Commune, le territoire Seine-Saint-Denis, qui a développé tout un projet dit de métabolisme urbain pour essayer de développer des synergies entre les chantiers, faire en sorte que la déconstruction sélective d'un bâtiment puisse permettre de récupérer des éléments de construction, des matériaux qui vont être réutilisés sur un autre site. Il y a une plateforme logistique aussi à Bordeaux qui a été créée dans cette optique-là. Après, je m'inscris un peu dans ce qu'ont dit François Michel et Émile, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un... Il y a une évolution réglementaire avec la loi Climat et Résilience de 2021, et notamment l'objectif de zéro artificialisation nette, qui oblige les acteurs publics et privés à changer un petit peu leur paradigme. Et là-dessus, l'idée, c'est de voir comment est-ce que les acteurs de la construction peuvent se positionner. Et il y a notamment des acteurs qui développent... j'avais notamment rencontré un acteur de la construction qui proposait une offre dite de mutabilité. C'est-à-dire que, par exemple, ils ont des clients à qui ils ont vendu des parkings et ils leur proposent une offre pour les transformer en logements de bureau, en réutilisant une partie des matériaux. Ou bien une offre dite de chronotopie. C'est-à-dire, on vend un bâtiment et on anticipe le fait que ce bâtiment, il va avoir plusieurs usages dans la journée. Donc typiquement, pendant la journée, on va avoir une école. Le soir, on va réaménager un peu le bâtiment pour en faire une salle de conférence. Le week-end, on le réaménage encore. Et puis on a un centre culturel, par exemple.
Et pour terminer, un point intéressant, je trouve, c'est que, pour insister sur cette idée en fait, qu'il faut vraiment travailler sur le bâti, on a un passif en fait, qui est assez important. Et c'est même de manière plus globale. Il y a une étude de 2020, ce sont des chercheurs qui ont publié une étude dans la revue Nature, et qui montre que quand on calcule en fait, la masse de l'artificiel au niveau mondial, elle est supérieure à celle du vivant. Et donc on ne peut plus décemment se dire qu'on va juste continuer à construire. On doit vraiment changer d'approche. Alors, Émile, je reviens vers vous. Vous êtes particulièrement concerné par le sujet à Paris, puisque la densification urbaine, c'est souvent perçu comme une solution un peu durable pour ces sujets. Mais il y a aussi toute bonne chose à son lot de contreparties, à savoir des tensions sociales et environnementales. Comment, selon vous, vous qui êtes expert du sujet, comment est-ce qu'on peut concilier densification d'un côté et qualité de vie de l'autre, tout en réduisant l'empreinte écologique des bâtiments? Mais c'est un peu l'équation, la quadrature que tous les maires de France cherchent à avoir. Il faut savoir, il y a la bonne densité et la mauvaise densité. Il y a une densité qui est désirable et même utile d'un point de vue environnemental, quand vous réunissez au même endroit l'activité, le logement, les équipements publics, les interactions entre les personnes. Et il y a un moment où trop, c'est trop. Nous, on part du principe qu'à Paris, qui est une des villes, encore une fois, les plus densément bâties du monde, il suffit de voir la photo satellite, il y a peu d'endroits comme ça au monde, on se dit que ça y est. Donc, pour Paris, on utilise l'existant. Et effectivement, il y a ce qu'on appelle la chasse au gaspillage de mètres carrés. Parce qu'en fait, on parle souvent de gaspillage dans l'économie circulaire, mais le premier des grands gaspillages, c'est celui des mètres carrés qui pourraient être utiles, et notamment dans les bureaux qui restent vides le week-end et à partir, en gros, du 17-18 heures. Moi, des fois, je parle avec des maires de petites villes qui disent « Ouais, mais nous, on est déjà trop dense ». Là, c'est toujours difficile pour un élu d'aller s'occuper du territoire du voisin et de dire comment il doit faire le voisin, mais je vais quand même m'y essayer. C'est que je crois quand même qu'on a des réserves de densification à l'échelle de la métropole. Il y a énormément de villes dès la petite couronne où, sans toucher au sol, encore une fois, la pleine terre, c'est notre trésor national, et les pavillons, par exemple, avec les jardins des pavillons, il ne faut surtout pas toucher au jardin des pavillons. En revanche, quand vous avez des rues et des rues de pavillons et que, à certains endroits, de façon intelligente, vous mettez un immeuble de 2 étages, ça reste de la densification raisonnable et ça permet au bassin de vie, si vous voulez, de se rééquilibrer et de ne pas avoir tout au centre. J'ajoute que si on fait ça, la condition sine qua non, et qui n'est pas remplie aujourd'hui, c'est aussi de partager la richesse, de partager le niveau de service public et finalement de faire métropole vraiment. Parce que c'est trop facile de dire on bétonne chez vous, on garde l'emploi, ce que je disais au début, et merci, au revoir. Et puis, avec un peu de péréquation financière, on vous donne quelques euros. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Si on accepte un plan du logement au niveau métropolitain, on doit partager véritablement nos moyens au niveau métropolitain. C'est vraiment le pendant qui va rendre la chose acceptable. Sinon, ce sera juste de la gentrification pour certains quartiers, voire pire, des cités dortoirs. Et ça, c'est absolument ce qu'on ne veut pas. Donc, en synthèse, oui, il y a des marges de densification au niveau du territoire, mais surtout pas de densification sur le sol. Je ne veux pas qu'on touche la pleine terre. La pleine terre, c'est notre meilleur allié contre les grandes pluies, contre le réchauffement climatique. Vraiment. Et après, il y a la question des friches urbaines, où là, c'est entre guillemets déjà artificialisé. Donc, si on peut faire un moitié-moitié, que le projet immobilier permet de désartificialiser une grande partie de la friche et d'en faire, par exemple, des jardins, des parcs, etc., là, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être gagnant-gagnant. Nous, à Paris, il ne nous reste plus beaucoup de friches urbaines. Pour tout vous dire, il y en a vraiment une à Bercy-Charenton, dans le 12e, et une un peu gare des Mines, pas très loin d'ici, porte d'Aubervilliers. Et là, il y a un désaccord politique. Il y en a qui pensent qu'on peut encore faire des projets immobiliers. Moi, je dis attention. Dans une ville comme Paris, prenez la photo, il y a du gris partout. Peut-être que le seul endroit où on a encore de la marge, on peut ne rien faire, en fait. Et j'y tiens à ça parce que
En 20 ans, à Paris, on a construit toutes nos friches. Et je me dis même, il y a une question philosophique de quel droit notre génération Oui, s'arroge tout le foncier et le construire à notre manière, sachant que le monde va extrêmement vite et que dans 20 ans, ce sera évidemment plus les mêmes besoins qu'il y a 20 ans. Et pourquoi nous, on prend tout et on laisse rien à la génération d'après ? Pourquoi on leur laisserait pas des friches ? Pourquoi ils n'auraient pas des meilleures idées, plus adaptées à leur temps, dans 20, 30, 40, 50 ans ? Et ça, c'est un peu une approche nouvelle, parce que je sais, quand j'en parle à des collègues, je vois que tout d'un coup, ils font « Ah mais oui, c'est vrai, j'avais pas vu les choses sous cet angle-là. » J'aurais dû dire « Je suis élu écologiste ». Peut-être que c'est dans notre ADN aussi d'essayer de penser le temps long. Et donc, moi, je suis pour sanctuariser les quelques friches urbaines qui restent à Paris. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut le faire partout ailleurs sur le territoire. Vous avez bien vu que c'est des logiques différentes. Hein. Tout à fait. Donc, on a ce côté sanctuarisation des friches, ne plus construire. On a aussi, on l'a dit, vous l'avez dit tous les deux, la réversibilité des bâtiments, la modularité. Joël, est-ce que, pour vous, ces innovations architecturales de réversibilité, de modularité, peuvent devenir un standard dans l'industrie ? Et quels seraient surtout leurs impacts en termes de durabilité ? Est-ce que ça changerait vraiment quelque chose ? Ou est-ce que ce serait un peu... J'ai pas envie de dire gadget, parce que ce ne serait pas du gadget. Est-ce que ça se jouerait que à la marge dans le secteur ? Je pense que ça peut effectivement devenir un standard. On voit quelques initiatives intéressantes. Il y a un promoteur qui s'appelle Novoncia, par exemple, dont le modèle économique consiste à récupérer justement d'anciens bureaux et puis à les, entre guillemets, les réemployer pour d'autres usages, pour d'autres clients. Donc je dirais que là-dessus, le premier levier, c'est peut-être justement comment est-ce que les promoteurs peuvent faire évoluer leur modèle économique, passant de la construction peut-être à une économie d'usage du logement. Un deuxième levier que je vois, qui est assez classique, c'est la réglementation, mais qui est extrêmement prégnant en fait dans le domaine immobilier. Et on voit bien que chaque fois qu'il y a une nouvelle réglementation, de nouveaux labels, c'est un impact assez fort qui influence les pratiques des constructeurs et des aménageurs. Troisième levier dont on parle souvent aussi, c'est la commande publique. Dans le bâtiment, il y a beaucoup de marchés, les écoles, les crèches, les collèges, tous les bâtiments publics en fait, qui sont issus de marchés publics. Donc c'est un levier important. Et puis un dernier point qui fait un peu écho à ce qu'Émile vient de dire sur la perception qu'on a en fait un petit peu du logement. Il y a une entreprise intéressante que j'avais vue, une start-up qui malheureusement n'existe plus, mais le concept est vraiment intéressant, puisqu'ils avaient en fait conçu une sorte d'élément de construction en bois qu'ils pouvaient agencer de manière assez simple, et donc avec des chantiers semi-industriels, fabriquer des logements très rapidement. Au départ, c'était pensé pour du logement temporaire, mais très vite, ils se sont rendus compte que c'était l'occasion peut-être de repenser le logement. C'est-à-dire que étymologiquement, l'immobilier, c'est ce qui s'oppose au mobilier, donc c'est ce qui est fixe, et c'est effectivement ce qui est dans l'imaginaire des gens. Quand on a une résidence principale, secondaire, voilà, on y tient, on est attaché, on a un terrain, on bâtit quelque chose, et ça va durer 50 ans, voire plus. En tout cas, ça, c'est l'imaginaire. Et ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est qu'on voyait que ça préfigurait peut-être une manière d'habiter qui pouvait évoluer dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace, parce que vous pouviez imaginer que vous habitez à un endroit, vous déconstruisez votre logement, ensuite vous déménagez, vous le reconstruisez ailleurs. Dans le temps, parce qu'on pouvait imaginer que quand vous habitez, au départ, vous êtes tout seul, ou bien vous êtes en couple, vous avez un petit logement, ensuite vous avez des enfants, vous réaménagez, vous augmentez en fait la surface. Et puis en fin de vie, vous avez besoin de plus d'espace peut-être pour la mobilité, donc vous réaménagez l'intérieur. Donc on avait vraiment un changement de perception de ce que voulait dire habiter un logement. Et c'est vrai que je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils ont du mal à trouver, à viabiliser leur modèle économique, c'est qu'on sent qu'il y a cet enjeu de faire changer la vision, la perception de ce qu'est le logement. Et là-dessus, ça passe à mon avis par de la communication et des formations. Merci Joël. François Michel, on a beaucoup parlé aujourd'hui. On a vu dans ces échanges que l'un des enjeux à venir pour l'immobilier, c'est finalement plus donc de bâtir du neuf, mais au contraire de savoir gérer et transformer le stock actuel. Donc, quelles seraient pour vous les conséquences, tant pour le monde économique de l'immobilier que pour les politiques, vous qui êtes un ancien député ? Merci de ces présentations, Émile, Joël, Lucas, effectivement. Alors déjà, je vais revenir sur le côté scientifique. On s'appuie beaucoup sur l'approche des disaires, le tableau des disaires de Kircher, qui est d'ailleurs reproduit, que vous voyez à l'écran, et qui est d'ailleurs reproduit dans la norme NF ISO 59004, qui
disent en matière d'économie circulaire, il faut d'abord refuser de mobiliser des moyens supplémentaires pour répondre à un service, à un besoin. Et ça, c'est ce que l'on a entendu ici. Émile l'a dit très clairement il faut refuser de consommer des terres vierges. Il faut au contraire travailler à optimiser ce qui est en place, et on reste sur cet objectif, passer de 20 tonnes à 10 tonnes par an de matières vierges consommées par Français. Le bâtiment va être fortement sollicité. On a cette chance, on l'a vu tout à l'heure avec des chiffres, d'un stock extrêmement important. Et donc, toutes les stratégies, et l'immobilier va être mobilisé, vont être de s'orienter sur regarder ce stock. Pourquoi on a tant de logements, tant de bureaux, tant d'entrepôts, et que l'on n'arrive pas à répondre aux besoins d'une population qui stagne. Juste, il faut savoir, par exemple, que la population est en augmentation de 50 à 100 000 personnes par an. On construit 300 000 logements. Donc, on construit plus de logements que notre propre croissance démographique. Tout est sur la table, et là, je reviens en tant qu'ancien politique, des nouveaux objectifs que le politique doit assigner à la nation. Et Émile l'a dit, ce n'est pas encore dans les modèles de développement économique. Donc, demain, le monde sera différent, et ce demain va débuter maintenant, parce qu'on ne peut pas poursuivre les modèles tels qu'ils sont, et beaucoup sont à inventer, d'où l'importance d'une approche interdisciplinaire. Joël a rappelé qu'il y a des changements de comportement, des changements même structurels. Merci. Émile, un mot rapide de conclusion? Merci déjà pour votre invitation, c'est très intéressant. Je distinguerai plusieurs choses. Paris, les réserves de construction sont épuisées, il faut transformer. Je pense que là, c'est assez clair. Optimiser, transformer, lutter contre les logements vacants, on doit pouvoir y arriver. La métropole ou d'autres villes en France, je ne suis pas contre la construction, mais il faut faire ça intelligemment. Et intelligemment, ça veut dire pour moi, et pour, à mon avis, tout écologiste, ne plus construire au sol. Vraiment, il faut regagner même. On dit zéro artificialisation nette. Non, il faut, dans un objectif idéal, il va falloir regagner de la pleine terre. Parce que, encore une fois, c'est notre meilleur allié. C'est la terre qui absorbe l'eau, c'est la terre qui nous nourrit, c'est la terre qui nous rafraîchit, c'est la terre qui favorise la biodiversité, c'est la terre qui permet qu'on va pouvoir vivre correctement. Donc ça, on n'y touche pas. En revanche, de la densification sur du bâti existant, sur des friches désartificialisées, oui, c'est la bonne direction, à mon avis. Merci. Joël? Je dirais que si on regarde un peu les projets intéressants en termes de reconversion de friches industrielles, j'ai tendance à dire que c'est souvent le fruit en fait, d'expérimentations qui permettent de s'affranchir un peu des carcans de la réglementation et qui vont nécessiter la collaboration d'acteurs publics, d'entreprises et de chercheurs aussi. C'est peut-être par cette approche d'action collective qu'on va pouvoir faire évoluer justement les pratiques et puis les imaginaires. Merci beaucoup. Et François Michel, une phrase pour conclure. Oui, alors je pense que ce que l'on doit regarder, c'est l'histoire de l'humanité. Et les temples grecs sont devenus les temples romains, sont devenus les églises, ou parfois dans d'autres régions, les mosquées d'aujourd'hui. Donc l'humanité, elle a souvent rebâti sur ce qui était déjà disponible. Nos châteaux forts sont devenus nos plus beaux châteaux de la Renaissance. Et donc, c'est ce que nous devons avoir en tête. En matière d'urbanisme, il faut faire avec ce qui est déjà là et ne pas se précipiter dans l'utopie de la construction neuve qui va répondre à tous les défis. C'est ce qu'on a vu à travers cette émission. Merci beaucoup, Lucas. Merci beaucoup, François Michel. Merci, Émile Meunier. Merci, Joël Nsondé. Un grand merci à vous de nous avoir regardés. Merci également à toutes les équipes qui participent à cette émission chez Rumeur Publique. Merci au studio d'Heavyweight qui l'ont mise en image. Vous pouvez partager, commenter, réagir à cette vidéo sur nos réseaux sociaux. Cette vidéo est également disponible en podcast sur toutes les plateformes. Vous pouvez également participer à l'émission en nous écrivant à l'adresse ecocercle@rumeurepublique.fr. C'est les fêtes de fin d'année, donc je vais mettre la tenue de circonstance. Je n'ai pas prévenu François Michel, mais voilà. Donc je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. On vous dit avec François Michel à l'année prochaine. Prenez soin de vous et portez-vous bien. Bye.